Hello Duc! Bonsoir Nina! Et dis donc, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ah bah oui. Oh là là. Bon alors, tu nous as fait un teaser de malade sur Facebook en disant que s'il y avait suffisamment de demandes, tu nous expliquerais qu'est-ce que tu as constaté comme limite à l'advice process. Ah bah me voilà. Alors dis-moi, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'advice process réussi et un exemple surtout d'advice process qui a complètement raté? Et si je te donnais les deux en un? Les deux en un. Allez, Ok. on va gagner du temps. Ok. Je vais te raconter la première fois que quelqu'un dans notre tribu a voulu s'acheter un ordinateur portable, un laptop. Ok. Évidemment, ça a généré beaucoup de débats. Oui, alors pourquoi? Dans quelles circonstances? Quel modèle? Est-ce que c'est un perso? Est-ce que c'est pro? Qu'est-ce qui se passe s'il est cassé, s'il est perdu? Énormément de discussions à l'échelle de quasiment toute l'entreprise. Alors tout le monde n'en parlait pas bien sûr, mais tout le monde suivait un petit peu les discussions sur les forums. Et puis il y avait des réunions hors ligne. Et c'était finalement super douloureux par rapport à l'ampleur de la dépense qui allait être engagée, qui était juste l'achat de un ordinateur. Par rapport à effectivement le fait qu'il s'agissait d'acheter juste un petit ordinateur, il y a des gens qui ont très mal vécu, le manque presque de respect qui a été perçu, des problèmes de communication, des problèmes de sous-entendus, qui font qu'on a même quelqu'un qui est parti, qui a quitté la boîte, quoi. Je pense que quand quelqu'un claque la porte de la boîte alors que tout le monde est d'accord pour qu'elle ait un laptop, mais que le chaos des débats que ça a généré la font partir, c'était un échec. Ouais. Après, la deuxième personne qui a voulu s'acheter un laptop, on avait déjà le capital de toute la discussion précédente. Ouais, vous n'avez pas recommencé la même chose. Donc on n'a pas recommencé à zéro, c'est allé beaucoup plus vite, on a fini par trouver un accord plus rapidement. Une troisième personne est arrivée, a dit moi je fais comme l'autre. Et puis maintenant, c'est un non-sujet, quoi. Dès que quelqu'un veut un laptop, il dit salut, je prends un laptop et il fait comme les autres. La seule occurrence qui pourrait créer des frottements, c'est si quelqu'un tout d'un coup disait moi je veux un ordinateur qui coûte 4 fois le prix de ce que les autres prennent. Donc du coup, on peut dire que en fait, l'advice process, ça demande quelque part une espèce de courbe d'apprentissage pour que le collectif arrive à gérer une situation qui peut avoir un coût, parce que quand même, vous avez quelqu'un qui est parti, elle a dû souffrir pour arriver jusqu'à partir. Donc cette espèce de courbe d'apprentissage qui est nécessaire en fonction des situations, qui peut être coûteuse si c'est pas bien fait, quoi. Oui, c'est ça. Pour un type de décision donnée, il y a un coût assez fort pour le premier, pour l'initiation. On a eu la même chose quand quelqu'un un jour a dit voilà, moi je suis au Vietnam, je vais aller en France faire un voyage de prospection, il n'y a aucun client qui va payer, on va bien voir ce que ça rapporte, quoi. Et pareil, débat très houleux, j'ai eu peur que cette personne démissionne aussi. Et puis après, ce qui s'est passé la première fois se reproduit une deuxième, une troisième fois, et puis on n'a pas écrit finalement un process au préalable, mais une tradition émerge, un rite, une pratique qui finit par être documentée, parce que les gens disent « Ah ben tiens, eux, ils ont fait comme ça, comme ça, comme ça », quand quelqu'un demande. Et cette documentation qui est assez informelle, est ce qui remplace finalement les process traditionnels qu'on voit dans les entreprises, où il y a des gens en charge des process qui écrivent comment est-ce que ceci doit se passer. Finalement, là, on a un peu la même chose, avec cette flexibilité que, comme c'est qu'une tradition, on a quand même droit plus facilement de déroger à la tradition. Voilà, moi j'ai besoin d'un ordinateur à 5 000 € parce que je fais telle ou telle pratique, tel développement très compliqué ou quoi, et je vais pouvoir le faire passer si j'ai le soutien des experts, bien entendu, et des personnes impactées. Ok, donc ça c'est une première limite. Est-ce que tu en as rencontré d'autres? Voilà, oui. Bien évidemment. Mais on va peut-être se limiter à 3 aujourd'hui. Ok, alors dis-nous. Alors la première, donc souvenons-nous, le processus de sollicitation d'avis, je dois partager ma décision avec les personnes impactées et les personnes expertes. Tout à fait. Sauf que on ne vous fournit pas à votre entrée dans la tribu un gros manuel comme ça avec écrit alors telle décision, voici les personnes impactées, voici les personnes expertes. Oui. Du coup, il faut deviner. Voilà, il faut se renseigner, il faut tâtonner, il y a de la subjectivité dans tout ça, et puis forcément, parfois, on va se tromper, quoi. Et donc ça frotte. Et
Et donc ça frotte, et donc ça fait des conflits. Ouais. Et donc si on n'est pas dans un environnement qui a cette bienveillance de permettre l'erreur et de permettre de dire ah bah oui là ça n'a pas bien marché, mais la prochaine fois ça marchera mieux. Et qu'on se dit ah non là ça n'a pas marché, vite il faut écrire des règles et un nouveau process et régler pour que ce problème n'arrive plus jamais. On s'en sortira pas parce que dans le design de la sollicitation d'avis, voilà, l'existence de ces frictions est inhérente, quoi. Le nœud du problème dans ces frictions, c'est comment je règle l'intensité de ma demande envers ces personnes impactées, ces personnes expertes. Comment? Alors, l'intensité, c'est la manière dont tu vas les saouler pour qu'ils répondent à ta question, c'est ça? Voilà, c'est ça. Okay. Si on cherche la petite bête au fond du fond, tous les salariés de l'entreprise sont impactés par ma décision d'achat de 100 € puisque je tape dans la cagnotte, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, à Hugues, il y en a qui sont plus concernés que d'autres. Et donc finalement, il faut que j'arrive à jauger qui doit être prévenu par écrit, convoquer une réunion, et puis je vais noter les minutes, et puis je vais documenter le fait que tu as bien lu ma proposition, que tu l'as compris et que tu as dit oui. Et puis, à l'autre bout du spectre, il y a les gens que je préviens en partageant sur le réseau social interne. Et puis, s'ils ne l'ont pas lu, tant pis pour eux, ils avaient qu'à le lire. Ouais. Voilà. Et donc, entre les deux, il y a une large variété de niveaux d'interaction, de demandes d'écoute possibles, qui peuvent passer par je t'envoie un mail, mais quand je t'envoie un mail et j'attends combien de temps? J'attends 10 minutes, j'attends une semaine, j'attends 2 jours. Ouais. Donc, en fait, il y a 2 sources de friction. Il y a trouver les bonnes personnes. Et donc là, ça peut frotter parce que déjà, on se plante. Et puis, il y en aura toujours un pour dire « Ah non, mais moi, en fait, je l'aurais voulu y être. » et qui n'est pas content parce qu'il n'a pas pu donner son avis. Et ensuite, il y a comment on sollicite ces personnes pour qu'ils comprennent, pour que ça corresponde au juste niveau de la contribution qu'on leur demande. Et ces frictions, elles sont inhérentes au processus. Donc, on ne pourra jamais... Voilà, c'est pour ça aussi que c'est une limite du système, quoi. On ne pourra jamais faire ça. Intéressant. S'il y a beaucoup de bienveillance, on peut passer outre. On peut passer outre, toujours. Et du coup, tu avais dit 3, tu m'en as promis 3. Alors la deuxième. C'est passé au début, en fait. Dès 2014, qu'on a commencé à basculer vers un mode Opale, on a dit à tout le monde, bon ben voilà, maintenant, sollicitation d'avis. Et qu'est-ce que j'ai vu? Moi qui suis, donc avant j'étais le CEO, le fondateur, ce que j'ai vu c'est des gens qui sont venus me voir en me disant « Alors Duc, t'en penses quoi si je fais ça ?» Et moi je donnais mon avis et après tout le monde partait en disant « Ah ben voilà, Duc il a dit ça, donc maintenant on fait ça quoi. » Ouais. Et là, j'en ai vu une fois, 2 fois, 3 fois, j'ai commencé à me faire voir. Après, j'ai commencé à venir, à louvoyer, à pas vraiment donner mon avis. Là, je me suis dit, mais ça n'a aucun sens. Si je peux pas donner mon avis, ça va pas. Mais si dès que je donne mon avis, tout le monde le prend comme un ordre, en fait, à la limite, je pourrais me gargariser en me faisant croire que les gens sont libres. Mais on n'a pas du tout vraiment laissé les gens prendre leurs responsabilités et leur liberté. Ouais. Bah, bravo déjà d'avoir eu cette présence d'esprit, parce que c'est pas évident. Et ensuite, comment tu t'en es sorti ? Ah ben, je m'en suis sorti en disant aux gens, écoute, ce que je te propose, c'est plutôt que tu me dises ce que tu as l'intention de faire. D'accord, tu renvoies la balle. Voilà, viens me voir avec l'intention de ce que tu vas faire. Et après, moi je te dirai ce que j'en pense. Mais une fois que l'intention est posée, l'ownership, la possession de la décision, elle est déjà clairement posée chez la personne qui vient me voir, qui doit me dire les yeux dans les yeux, je vais faire ça. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Et ça empêche aussi ce biais un peu linguistique, c'est-à-dire que quand on parle de sollicitation d'avis, le message implicite, c'est sollicitation d'avis sur une décision que j'ai l'intention de prendre. Ouais. Voilà. Donc par exemple, si je viens te voir en te disant qu'est-ce que tu penses pour notre nouveau marché? On va en Allemagne, en Italie ou en Espagne? Et en fait, j'écoute ton avis, mais en fait, tu prends la décision, puis après, on va aller en Allemagne. Et ça, c'est pas une sollicitation. Et normalement, je devrais dire, bon, moi, je pense qu'il faut aller en Allemagne. Et après, on en parle, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est de la fausse sollicitation d'avis. En fait, c'est un sondage. Voilà, pour pas de risque. Et donc, quand on parle de partage d'intention, voilà, ça élimine un peu ce faux ami, quoi. Il y a le même, petite curiosité, il y a la même confusion de langage en vietnamien ou...
On a réglé, oui, de la même manière. Ouais. Ok. Et la dernière? Alors la dernière, c'est où on s'y retrouve aussi pas mal gêné aux entournures, et on l'est encore, et là, malheureusement, je n'ai pas la solution de cette limite, donc s'il te plaît, ne me demande pas. C'est les décisions à long terme. Ouais. Les décisions, par exemple, une décision d'investissement. Un truc qui va durer 10 ans, qui va durer 20 ans. Quand vous allez voir des gens qui sont là depuis 1 an et qui se projettent peut-être pas à 10 ans dans la structure, ou qui n'ont pas... En fait, on a tous un peu, je crois, un biais cognitif à privilégier le court terme sur le long terme, et on a tous du mal à appréhender ces trucs loin. Et du coup, voilà, c'est assez dur d'engager en fait toute la tribu. Alors sur une décision long terme qui, en plus, en général, comme c'est une grosse décision d'investissement, tu vas dire non mais ça concerne tout le monde. Si on achète un immeuble, si on achète une grosse machine, probablement qu'elle va impacter beaucoup de gens. Mais c'est très loin, finalement, trop loin du quotidien. Mais alors, parce que dans ce que tu... C'est l'investissement ou le long terme? Parce que le long terme, c'est le long terme. Parce que le long terme, ça n'a pas vraiment de sens pour moi. On ne peut pas savoir de quoi le futur est fait. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est de se dire aujourd'hui, j'ai envie d'ouvrir cette activité ou de lancer ça ou d'acheter cet immeuble parce que c'est aujourd'hui le truc le plus sensé qui me paraît d'être fait pour là où elle en est la boîte. Sans savoir, on prend un risque, quoi. Enfin... donc, très bon exemple aussi, ouvrir une nouvelle activité. Voilà, on est une équipe, on fait du développement Android, et puis il y a une opportunité de développement iOS qui arrive. Ouais. Voilà. Qui sont les personnes impactées? Personne, puisque personne ne fait de développement iOS aujourd'hui. Ou alors on pourrait se dire, oui, mais si, ils sont impactés parce que du coup, l'entreprise va développer des nouveaux métiers, et puis elle fera plus de bénéfices, et à long terme, ce sera mieux. Mais concrètement, là, à court terme, les développeurs Android, ça leur parle pas, quoi. Et du coup, il y a de fortes chances que la personne qui vient en disant « Bonjour, vous faites des développements iOS ?» ou on lui dise pas « on n'en fait pas, mais on est prêt à apprendre », mais qu'on lui dise plutôt « Non, merci, au revoir ». Ouais, donc ça c'est une opportunité de marché entrant qui est ratée, mais ça pourrait être imaginé dans le sens qui est, je sais pas moi, dans ton groupe de développeurs iOS, dans ton groupe de développeurs Android, pardon, il y en a qui se dit « Ah, j'ai trop envie d'apprendre l'iOS », et donc il commence à apprendre, et il va se trouver lui-même le client, ou il se met en lien avec ceux qui vont chercher les clients, et dans ce sens ça peut marcher, quand bien même c'est... Et là on est revenu sur du court terme, parce qu'il y a une personne qui a envie de se mettre demain à faire de l'iOS. Mais est-ce que le long terme, c'est pas de l'accumulation, la somme dans le temps de plein de petites décisions court terme? C'est ça en fait, on peut pas prédire le long terme. Alors, on ne peut pas prédire le long terme, mais on peut prendre des décisions qui ont un impact à long terme, et là qu'il faut prendre tout de suite, quoi. Mais qu'on ne peut pas prévoir. On ne peut pas prévoir l'impact de ces décisions. On ne peut pas savoir, en fait. On ne peut pas prévoir l'impact de ces décisions. Des fois, tu prends une décision toute petite, minuscule, et il y a un impact de dingue sur le long terme, mais tu ne peux pas l'imaginer au moment où tu l'as prise. Non? Tout à fait. Et du coup, comme tu ne la vois pas comme une décision long terme, celle-là, ça passe. Ok, mais donc du coup, c'est un frein à des décisions qui ont des conséquences lourdes, en fait. À long terme. Voilà, exactement. Peut-être que tous les processus de décision ont un petit peu ce problème que on a tous des biais cognitifs, et si on a un biais collectif et que tout le monde l'a, peut-être que c'est compliqué de le résoudre entre personnes qui ont toutes le même biais, quoi. Voilà. Ok. Bon, c'est beaucoup plus clair pour moi. J'espère que pour vous aussi. T'avais d'autres trucs en tête? Ouais. Quoi? Vas-y. Est-ce que c'est une limite, je sais pas, mais une caractéristique quant à une propriété du processus de sollicitation d'avis, c'est que ça augmente la résilience de la structure. Ouais. Alors on peut le voir négativement en disant ça ralentit, en disant ça empêche de faire des mouvements brusques, des gros virages, par exemple. C'est très compliqué de doubler son salaire en sollicitation d'avis. Ouais. De par la transparence et la pression sociale qui émerge du fait qu'on consulte plein de gens, alors qu'en catimini avec son manager, si on est quelqu'un d'exceptionnel, de très bon, qu'on le mérite, je sais pas, qu'on ramène un gros contrat, on va pouvoir négocier ce genre de choses. Et donc on peut se dire, ah oui, du coup ça freine les carrières des gens, mais on peut aussi se dire, ah oui, mais ça freine aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand ça va à mal, les gens sont plus solidaires. Voilà. Et donc si ça stabilise un peu les structures, comme on dit, beaucoup de risques, il peut y avoir beaucoup d'opportunités, mais là ça va plutôt être moins de risques, moins de... Ok.
Est-ce que c'est une limite? Est-ce que c'est une feature? Je sais pas. Bah, tu vas revenir quand tu auras réfléchi. Ça marche. Je ne vais pas tout externaliser sur toi non plus. Mais merci beaucoup d'être venu. J'espère que ça vous aura aidé. Vous adorez ces vidéos, donc Mettez des pouces, hein. mettez plein de pouces et Duc va certainement encore revenir plein de fois. N'hésitez pas à nous demander aussi ce dont vous voulez qu'on parle parce que ça vient de notre cerveau, mais c'est aussi bien si ça vient des vôtres. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Bye bye.